Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'information hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, le revirement de situation dans le dossier Generali, un marché de Noël, un brin particulier à Gland et l'avenir des bureaux de poste dans notre région. Commençons, si vous le voulez bien, avec la politique reloise. Dimanche dernier, le socialiste Denis Jacquet a été élu à la municipalité. Florian Cavalleri y était. Aujourd'hui, second tour à l'élection complémentaire à la municipalité reloise et les résultats sont tombés. Quels sont-ils ? Alors écoutez, les résultats sont clairs. 755 voix pour M. Denis Jacquet et 586 pour M. Hay. Il y a aussi eu des voix éparses. Oui, alors quelques voix éparses comme d'habitude. Là, en l'occurrence, elles ne sont que 6, donc elles n'influencent pas vraiment dans le résultat. Ça y est, c'est fait, Denis Jacquet. Vous êtes désormais le municipal qui vient compléter l'exécutif relois. Quelle est votre réaction ? Alors ma réaction, elle est très satisfaisante, bien sûr. Je suis très content d'avoir obtenu 755 voix des citoyens relois, que je remercie au passage. C'est un joli résultat dont je suis très fier. Voilà. Effectivement, le report des voix du Parti vert libéral semble avoir joué en votre faveur. Oui, je pense en partie, mais il y a aussi un gros travail de terrain, un gros travail auprès de ceux qui nous sont sympathisants, des sympathisants, et je dois dire que le travail a porté ses fruits. C'est aussi ce jour qu'on connaît désormais le syndic de rôle, puisque tacitement vous êtes élu syndic. Écoutez, pas tout à fait, parce que j'ai compris en fait que mes collègues allaient se réunir mardi prochain pour décider de la suite à donner à cette élection. Je reste optimiste, mais finalement c'est une décision commune des 5 municipaux aujourd'hui candidats possibles. Donc j'attends en fait leur décision pour ce côté tacite de l'élection de syndic. Voilà. C'est vous, Christian Hay, le candidat malheureux à cette élection complémentaire à Rolle. Quelle est votre réaction ? C'est une grosse déception pour les électeurs qui ont voulu un changement. C'est aussi une déception personnelle, évidemment, mais c'est surtout pour les électeurs qui se sont mobilisés, je pense, comme assez rarement. D'ailleurs, le taux de participation est tout à fait remarquable pour un deuxième tour d'une élection complémentaire à la municipalité. Au premier tour, Denis Jacquet a failli passer à 7 voix près. Vous comptiez sur le report du Parti vert libéral. Il semblerait pourtant que le Parti vert libéral n'ait pas voté derrière le PLR, derrière le centre droit. Vous l'avez dit, je peux, disons, m'imaginer cela, oui. Ma foi, c'est dommage. Je pense que les Verts libéraux devront repenser sérieusement leur appartenance à la droite ou à la gauche. On ne peut pas être une girouette au milieu. Ça se répercutera probablement aussi au niveau cantonal. Et on en a déjà quelques indices maintenant, je pense. Florian Cavalleri a également recueilli les analyses des différents partis ainsi que des membres de la municipalité. Ce sera bien un membre rose-vert qui complétera l'exécutif. Oui, juste, donc avec un score vraiment impressionnant, qui m'impressionne aussi moi. Donc c'est vrai que tant que c'est pas fait, on peut encore tout imaginer, mais là il n'y a vraiment pas photo, donc il a une crédibilité immense pour rejoindre à nouveau la municipalité. Je reste persuadé que si dès le départ on était partis tous unis, peut-être que le score aurait été différent. Maintenant c'est clair qu'avec Dessy on fait beaucoup de choses. Le résultat est là, il faut en prendre acte, avancer, construire et montrer à la population reloise que la droite a un mot à dire et une envie de construire qui est valable. À nous de travailler maintenant ces 4 prochaines années pour arriver dans 5 ans avec un bloc de centre-droite le plus uni possible pour présenter aux Relois une alternative à cette majorité qui aujourd'hui est issue des urnes. Oui, on est quand même très très content parce que depuis le 1er juillet, début de cette législature, ça a vraiment été un travail énorme. C'était chouette, on a bien bossé, on s'est bien entendu, mais c'était énorme. Et en tout cas, personnellement, je suis très 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 soulagée, vraiment soulagée qu'on arrive au bout. Il revient, comme disent certains, 2 fois il a quitté, il revient. Mais il vient dans un rôle tout à fait différent. Il va venir comme syndic de rôle. Donc c'est plus municipal, les affaires sociales et les écoles. Il revient comme syndic de rôle. Et là, c'est une personne qui va faire avancer rôle et aussi pérenniser tout le calme qu'on a mis avec les associations intercommunales ces dernières années. C'est bien.
Voilà donc, Denis Jacquet, vous êtes élu à la municipalité, certainement syndic, vous nous le direz tout de suite. La presse régionale vous a surnommé le phénix de la politique roloise. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Renaître de ses cendres, voilà, je suis de retour avec un joli résultat. Vous avez un parcours atypique, vous étiez municipal, vous êtes parti, et là, de nouveau, vous êtes ici pour 5 ans et à la plus haute fonction, donc syndic. Qu'est-ce que ça va changer dans votre manière de travailler, de passer de municipal à syndic ? On connaît la charge de travail d'un syndic d'une commune telle que Rolle, donc je m'attends forcément à travailler pratiquement à 100% pour ma commune dès le début janvier. Quel est l'héritage de votre prédécesseur socialiste, Jean-Noël Gouel ? Disons un héritage charismatique, je dirais, un rassembleur aussi. Donc c'est des valeurs que je porte également et que je compte porter à l'avenir également. Sans vouloir revenir sur le propre cas Nyon Région TV, la semaine dernière, à l'issue du vote du conseil communal, on a pu voir des élus sur Facebook s'entre-déchirer. C'est quelque chose de rare. On ne voit pas ça à Nyon, on ne voit pas ça à Gland. Qu'est-ce qui se passe à Rolle ? Est-ce que les équilibres tiennent toujours ? Est-ce qu'il n'y a pas le feu dans la maison ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut, effectivement, en tant qu'élu, avoir la décence de ne pas trop... Mais vous avez été surpris vous-même, vous avez vu une partie ou l'entier ? Je n'ai pas suivi, j'ai déjà de la peine à suivre mon propre compte et mes propres échanges, donc je ne participe pas forcément à tous les échanges qui se déroulent sur Facebook, surtout quand ils dérapent, semble-t-il, de cette manière. Quelle est votre impression sur la tenue du Conseil en général ? Alors moi, je n'ai pas reconnu les derniers conseils de 2016, mais je crois pouvoir dire que jusqu'à présent, la tenue était plus que correcte. On a eu par le passé le sentiment que c'était un conseil difficile à Rolle. Moi, je ne l'ai pas franchement vécu en 12 années de municipalité. Donc les socialistes gardent la majorité à l'exécutif, ce qui n'est pas le cas évidemment au législatif. Comment on va travailler avec ça ? Est-ce que vous avez peur de blocages à venir ? Oui, il y a toujours des blocages sur certains sujets. Après, je pense que c'est un travail déjà au sein de la municipalité de rassembler, parce que je suis toujours parti du principe qu'on ne pouvait pas déposer un préavis si au sein de la municipalité on n'était pas tous d'accord. Ce premier principe, il faut déjà l'adopter, et puis ensuite, après, il y a un travail bien sûr de terrain avec ce qu'on peut appeler l'opposition, pour essayer de rassembler un maximum. Alors justement, rassembler, jusque-là, Jean-Noël Gouel, votre prédécesseur, a su le faire, savait le faire. C'est pas une tâche aisée qui vous attend. Non, on ne fait pas ce travail pour que ça soit aisé et facile. On est bien d'accord, mais enfin, on voit un peu plus de tension entre la gauche et la droite ces derniers temps. Oui, forcément, quand il y a des élections, quand il y a des sujets où on est opposé, forcément, la tension monte. Mais je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre les sujets portés par la droite ou par la gauche, qu'il s'agit simplement d'en discuter. Gros dossier, Schenk repoussé, ce sera certainement voté bientôt avec potentiellement un référendum. Vous êtes syndic, vous devez prendre de la hauteur. Comment allez-vous communiquer sur ce dossier ? Non, je vais bien sûr en discuter avec la municipalité qui a porté ce projet ces derniers mois pour faire un état de situation, évaluer effectivement les motivations des opposants. Peut-être faut-il repartir de zéro, en tout cas en ce qui concerne la communication, et puis essayer de trouver un consensus. Est-ce que Rolle peut se permettre un départ de Schenk ? Vous savez, on n'est pas tellement acteur dans ce genre de décision d'entreprise qui souhaite partir ou non, on est bien d'accord, mais enfin, les collectivités publiques peuvent quand même travailler pour envoyer des signaux positifs, a priori. Bien sûr, on n'a jamais de plaisir à voir une entreprise partir. Je pense que par contre, il ne faut pas qu'elle en fasse c'est quand même un dossier important. C'est des emplois, c'est le futur un peu urbanistique aussi. Mais je crois qu'entre les emplois et le projet, il y a moyen de trouver un consensus. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus long que prévu pour les promoteurs et probablement pour le propriétaire. Denis Jacquet, je dois vous poser la question. Vous avez été élu, vous avez eu des mandats. Vous avez dit également que vous n'en vouliez plus. Vous êtes à la syndicature de Rolle pour combien de temps ? Pour 4 ans ? Est-ce que vous poursuivrez plus tard ? Écoutez, je vais déjà faire ces 4 ans. Oui, effectivement. Et puis, je vais voir comment les choses se présentent. Un ennui de santé
on peut le constater, peut oui, alors bien sûr, il y a les nous éliminer. Donc, je vais faire. En tout cas, je suis très motivé pour reprendre cette fonction. Et je vais tout faire pour la porter, en tout cas jusqu'au bout de la législature, de manière fière et très bien. Écoutez, on suivra toutes ces affaires politiques à Rolle. Merci d'être venu. Félicitations encore pour votre élection. Jeudi dernier, le conseil communal de Gland a validé son budget 2017, présentant un déficit de près d'1 million de francs. Gilles Davoine, nouveau municipal des finances, nous en dit plus. Vous êtes un municipal heureux, votre projet de budget, votre budget 2017 est passé finalement presque comme une lettre à la poste. Oui, tout à fait, je suis heureux de ça, mais c'est vrai que quelque part c'est presque inquiétant, puis déconcertant. Je m'étais préparé comme un fou pour pouvoir répondre à toutes les questions qui finalement ne se sont pas posées, donc tant mieux. Et puis c'est vrai que je prends ça alors comme une marque de confiance du conseil communal, j'en suis touché, mais il va falloir être à la hauteur, donc il va falloir redoubler encore d'efforts pour que ensuite les comptes, alors les comptes 2016 ce ne seront pas vraiment les miens encore, mais les comptes 2017 par rapport à ce budget 2017 qui vient d'être accepté soit bon. Budget de Gland toujours avec une ligne destinée au soutien de Nyon Région Télévision. Il s'agissait d'un montant de 130 000 francs. On retrouve Florian Cavalleri. Ce soir, le budget glandois 2017 a été accepté et dans ce budget, il y avait une ligne qui concernait NRTV. Voilà, NRTV soutenu, le conseil communal a donné son aval pour un soutien à hauteur de 130 000 francs, donc une ligne au budget qui est donc pour le soutien à NRTV. Ça fait suite à un préavis qui avait été déposé en février 2016, au sein duquel la municipalité demandait déjà un soutien de 130 000 francs. Il y avait aussi des investissements et des clips vidéo qui étaient en plus, mais la ligne au budget de ce soir, c'est la suite logique de ce préavis qui avait été déposé en février 2016. Expliquez-nous la position de la commission des finances. La commission des finances était convaincue que ce poste ne devait pas faire partie du budget, mais d'un préavis. Pourquoi un préavis? Parce qu'on n'a pas eu de débat quand on devait avoir ce fameux rapport. Et le préavis obligeait de faire un débat. Et le principe était qu'auparavant, on a surtout voté sur un sauvetage pour pérenniser NRTV et qu'actuellement, avec les derniers développements dont on nous a parlé, dont on a aussi appris ce soir, l'idée était de pouvoir en discuter plus profondément. Vous avez proposé une solution intermédiaire aux conseillers qui demandaient de sortir le budget NRTV du budget global 2017 de la ville de Gland. Expliquez-nous. Disons, ça va permettre d'avoir un débat sur NRTV, de laisser un peu de temps à la municipalité, d'espérer que pendant ce temps, elle réussira à avoir des financements autres que celles qu'ils ont déjà et de peut-être porter un petit peu plus les autres communes du conseil régional et de la région également à ce financement. NRTV, c'est une chaîne régionale qui couvre maintenant toute la région et on estime qu'elle devrait être reprise par le conseil régional à moyen terme parce qu'il devrait y avoir la solidarité communale et quoi que ce soit avec Nyon, Gland, les deux plus grandes communes qui financent ou qui participent, qui aident NRTV. Ce soir, ça n'avait aucun lien entre pour ou contre NRTV. Le but était juste de pouvoir en discuter avec tous les arguments et tous les faits qui nous manquent assez cruellement. Et donc, c'était pour ça que l'amendement a été présenté. Au final, c'est tout de même un signal assez fort qu'ont donné tant le législatif que l'exécutif en se ralliant derrière ce projet de télévision régionale. C'est une télévision qui est devenue incontournable, on peut le dire. Alors effectivement, le résultat du vote et la qualité des débats qu'on a eus ce soir dans le cadre de cette discussion me conforte dans l'idée qu'il y a un profond attachement à NRTV au sein du conseil communal et au sein de la municipalité. Donc c'est vrai que c'est tout à fait encourageant, mais c'est aussi légitime que les conseillers communaux demandent des informations et c'est ce qu'on va faire. Mais effectivement, un engagement quand même, un signal très fort. Et si d'autres communes pouvaient rejoindre le mouvement, ce serait évidemment ce que souhaitent Gland, Nyon et toutes les communes qui y croient en cette télévision régionale.
Les bureaux de poste ne cessent de fermer dans nos villages. Vous en êtes témoin. Une stratégie dessinée dans les hautes sphères, puisque c'est la direction même du géant jaune qui souhaite fermer 600 des 1400 bureaux. Cela ne va pas sans susciter la colère des collectivités publiques et des commerçants. Et la vôtre également, Olivier Feller. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Je vous présente très rapidement. Vous êtes conseiller national PLR, originaire de Genolier. Si vous êtes là, c'est évidemment pour parler de la Poste. J'en profite juste pour rebondir sur l'actualité. Vous étiez lundi soir vous-même à Berlin à l'heure des attentats. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment avez-vous réagi? Bon, il se trouve que je n'étais heureusement pas dans le quartier concerné par les attentats, mais c'est vrai qu'au moment où ces attentats ont eu lieu, j'ai reçu plusieurs SMS de mon entourage privé qui étaient inquiets, alors j'ai pu les rassurer. Je suis en pensée évidemment avec les victimes et leurs familles. Et je pense aussi que pour l'Allemagne, il y a une situation politique qui va changer. Les partis traditionnels, comme les sociodémocrates ou les démocrates chrétiens, devront assumer de nouvelles responsabilités avec leur approche humaniste, mais aussi prendre des mesures. Il y aura évidemment un avant et un après. Très bien, revenons-en à la Poste, sujet qui nous intéresse ce jour. Vous vous battez donc, je l'ai dit en introduction, contre la fermeture. Vous avez notamment interpellé Doris Leuthard à Berne il y a quelques semaines en brandissant, alors je lis mes notes, l'article 33 de l'ordonnance du Conseil fédéral stipulant que 90% de la population doit avoir accès à un guichet à moins de 20 minutes, que ce soit à pied ou en transport public. Est-ce que c'est le cas ? Vous savez, la Poste, elle est en fait créée par une loi. C'est une société anonyme de droit public qui est en main de la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique. Oui. Et donc, le minimum, c'est que la Poste respecte la loi et les ordonnances du Conseil fédéral. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur la Poste? C'est que toutes les personnes qui habitent dans notre pays doivent avoir accès à un bureau postal en 20 minutes, soit à pied, soit en transport public. Alors, vous l'avez vérifié, des municipaux de Gingin l'ont vérifié, et vous aussi, enfin, vous avez relayé cette information, ce n'est pas le cas à Gingin. Ce n'est pas le cas à Gingin. La municipalité de Gingin a produit une très bonne prise de position, argumentée, qui montre que seuls 68% des habitants de Gingin auraient accès à un bureau de poste si le bureau de poste de Gingin devait fermer. Donc la Poste doit respecter la loi, et ça, c'est un des éléments qui ne serait pas respecté si la Poste de Gingin devait fermer. Très bien. Doris Leuthard, en charge du dossier, vous a répondu en somme qu'il ne fallait pas prendre au cas par cas, qu'il fallait prendre une moyenne générale. C'est un petit peu rapide comme réponse. Écoutez, c'est une réponse indigeste. Cela montre que le Conseil fédéral assume peu ou mal son devoir de surveillance sur une société de droit public comme la Poste. Mais voilà, je pense quand même que le fait de relayer un certain nombre de préoccupations au niveau du Parlement, ça peut aider, enfin c'est une petite parcelle. Vous faites votre petit travail de lobby petit à petit. C'est progressivement, et c'est par des petites parcelles d'action qu'on arrive peut-être à sauver certains bureaux de poste, mais je le répète, il importe qu'une société anonyme de droit public comme la Poste respecte les règles qui ont été fixées par le Conseil fédéral. Olivier Feller, fermer 600 des 1400 bureaux de poste, est-ce que c'est une fatalité avec le changement, la mutation de l'économie, l'arrivée d'Internet, ou est-ce que c'est un manque de clairvoyance de la direction ? Vous savez, la Poste, elle a une mission de service public. Si vous prenez l'ensemble des entités de la Poste, elle est bénéficiaire année après année. Et au fond, simplement confier des tâches de service public à des épiceries, donc à des personnes privées, oui. À mon avis, ça ne va pas parce que peut-être certains administrés sont gênés par le fait qu'un épicier, qu'une personne privée voie qu'il est convoqué par un tribunal. N'est-ce pas ? Donc la Poste a quand même un devoir de service public, notamment en matière de distribution de courrier, et donc le politique doit aussi avoir son rôle à jouer. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre des recours faits à Postcom, donc un recours fait gardons le cas de Gingin, par la municipalité de Gingin. Postcom étant l'autorité de régulation du marché en vigueur. Alors, bon, il y a des éléments propres à Gingin en matière de droit du bail, en matière de propriété de l'immeuble où siège la Poste. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments factuels, juridiques aussi, qui sont mis en avant par la municipalité de Gingin et par la population de Gingin. Il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées avant de fermer une poste. Je relève par exemple que toute une série d'opérations, de prestations de la Poste de Gingin ont augmenté au cours
cours de ces dernières années, au cours des 5 dernières années. Il y a plus de dépôts de colis, il y a plus de dépôts de lettres, donc il y a des prestations qui se développent. Donc ce qui rend encore plus incompréhensible cette décision de fermeture. C'est ça, et donc j'espère pouvoir contribuer à ma manière, dans la mesure de mes moyens, à cette opération, mais j'espère que la Poste va finalement renoncer à la fermeture de ce bureau. Vous l'aurez compris, hein, vous êtes un conseiller national, toute la région est derrière vous, il y a le district de Nyon qui attend que vous continuiez la lutte. J'ai compris, je sens le poids de la responsabilité. Ouais. Non, mais en plus, j'en suis convaincu. Vous savez, moi quand il y a des règles qui sont fixées par l'État, il faut les respecter. Ou alors, on modifie les règles et on crée un débat démocratique sur une modification de règles. Mais lorsque le Conseil fédéral lui-même fixe un certain nombre de règles, je pense que la Poste, qui est aujourd'hui une société anonyme de droit public, en main de la Confédération, eh bien, la Poste doit respecter ces règles. C'est propre à un État de droit. Alors, on est un petit peu chauvin, comme on dit ici. Enfin, on fait partie du district de Nyon. On espère que votre lutte va porter ses fruits et puis que les bureaux vont rester ouverts. Olivier Feller, un dernier petit mot. Le 21 mars 2017 aura lieu le prochain forum économique de la Côte à Rolle. Vous êtes un des initiateurs de ce forum. Au programme, au centre de ces discussions du 21 mars 2017, la formation. Pourquoi la formation a-t-elle un impact sur l'avenir? Pourquoi en parler cette année? Bon, il y a un certain nombre de débats qui ont lieu depuis plusieurs mois sur le rôle de la formation. Est-ce qu'une formation universitaire, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'étudier l'histoire de l'art, c'est vraiment utile? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas davantage développer la formation duale? Donc il y a tout un débat concernant le rôle de la formation en matière économique. Mais la formation, c'est aussi un secteur économique. La preuve, c'est l'Institut Le Roset, n'est-ce pas, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Il y a beaucoup d'écoles privées autour de l'art. Donc au fond, il y a beaucoup d'enjeux économiques autour de la formation et nous allons donner la parole à des acteurs de l'économie privée, mais également à la rectrice de l'Université de Lausanne qui va montrer en quoi l'université est utile dans la société. Et nous avons aussi l'honneur de pouvoir accueillir le secrétaire d'État, donc au niveau fédéral, le secrétaire d'État à la formation, M. Del-Ambrogio. Donc je pense que ces débats seront nourris et les exposés très complémentaires. Eh bien, Olivier Feller, je vous propose qu'on en reparle. Ce sera le 21 mars où vous reviendrez sur notre plateau pour nous parler davantage du rôle de la formation. Le 21 mars, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet www.felc.ch. Très bien, parfait pour la communication. Merci Olivier Feller, à bientôt. Chaque année, le Conseil d'État vaudois sélectionne un vin et un fromage pour en faire la promotion lors de ses réceptions officielles. Catégorie vin, cette année, le lauréat est de chez nous puisqu'il s'agit du domaine de Haute-Cour à Mont-sur-Rolle. Pourquoi le Conseil d'État honore un vin et un fromage pour une année au nom de l'exécutif? Alors, ça représente pour lui de reconnaître le travail des vignerons caveurs, des producteurs de lait, des fromagers de ce canton. De les reconnaître en choisissant leurs produits. C'est des produits aussi qui sont distribués, j'imagine, dans le cadre des réceptions officielles du Conseil d'État. Alors exactement, c'est le vin qui va accompagner et le fromage qui va accompagner toutes les réceptions officielles du Conseil d'État pendant l'année 2017. Ça permet surtout de la reconnaissance pour ces producteurs et puis c'est clair qu'il y a un effet indirect qui est de la promotion pour ces fabricants de gruyère d'alpage AOP ou pour les vignerons caveurs ou les vignerons qui produisent du vin, du chasselas, du Mont-sur-Rolle. Qu'est-ce que ça représente pour la Maison Schenk, l'obtention de ce prix de vin du Conseil d'État 2017 ? Alors c'est une très grande satisfaction, mais c'est aussi une très grande satisfaction pour le domaine de Haute-Cour, un domaine qui a eu 350 ans dernièrement, et pour tout le travail qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui, et notre vigneron aussi qui s'est engagé corps et âme avec son équipe pour arriver à ce résultat, à cette réussite. C'est un chasselas premier grand cru, donc on est sur des vignes qui ont déjà entre 28 et 32 ans. Donc c'est déjà des vieilles vignes. Et on a un vin assez terroir. On a pas mal de minéralité sur ce vin. On a ces côtés écrés qui ressortent sur ce 2015, ce magnifique 2015. On a ces côtés chair à fruits blancs, là on est sur la pêche. On est aussi sur ce côté floral, le tilleul, qui sont assez propres au cépage du chasselas.
Et on est un peu sur ces côtés noisettes aussi. Donc pour le vin, il y a un processus, il y a les premiers grands crus qui concourent, ensuite 4 vins sont sélectionnés et dégustés par le Conseil d'État. Le fromage, c'est pareil. Alors le fromage, il s'agit du gruyère AOP. Donc dans le canton de Vaud, il y a 48 fromageries qui transforment du lait en gruyère AOP, ainsi qu'une soixantaine d'alpages. Et parmi ces fromages, le Conseil d'État choisit ceux qui ont obtenu les meilleures notes. Le canton de Vaud est le plus grand producteur de gruyère d'alpage AOP. Plus que Fribourg, justement? Et oui, je dois le dire. Alors là, je dois le dire plus doucement. Je dois le dire très très doucement. Plus que Fribourg, oui. Ben, vous avez reçu la distinction du Conseil d'État pour votre production. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très fier d'avoir été choisi pour cette distinction. C'est très honorifique et ça m'a fait très très plaisir. Alors c'est un fromage avec une pâte très fine et qui fond sur la langue et sur le palais avec un joli goût de noisette. Il s'accorde bien avec ce vin qui est aussi vin du Conseil d'État? Alors à mon goût là il est parfait. Il s'accorde très bien avec ce bon vin qu'on a dégusté tout à l'heure. Et le grand public qui voudrait déguster ce vin sélectionné par le Conseil d'État ou ce fromage, il fait comment? Alors, pour le fromage, le gruyère AOP, il se rend à Montrichet. S'il est hors de la période d'alpage, donc la fromagerie de Montrichet fournira des plateaux avec ce gruyère AOP du Conseil d'État. Et puis si c'est l'été, il faut mettre ses chaussures de montagne et puis il faut aller à la Moesseta qui se trouve près du Brassus. Et à la fromagerie, donc à l'alpage, il y a également de la vente. En ce qui concerne le vin, je pense que c'est plus facile. Tapez www.aubris.ch et commandez du haut de cour sur la côte AOC. Depuis plusieurs semaines, les rebondissements se succèdent dans le dossier Generali. Pour rappel, l'assureur envisage de supprimer 100 postes de travail à Nyon. Pour faire le point, nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau Yves de Ferrare, secrétaire régional du syndicat UNIA. Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Yves de Ferrare, je remarque que vous avez changé de couleur de chemise. Oui, exceptionnellement aujourd'hui, c'est un événement, oui, c'est une première effectivement, vous avez l'œil. On espère que vous n'allez pas trahir vos idéaux et changer d'idéaux comme ça. Ne changez pas de chemise comme d'idée. Non, l'habit ne fait pas le moine, mais effectivement les enjeux sont gros sur ce Generali, indépendamment de la chemise. Je crois qu'il y a des postes de travail qui sont en jeu et effectivement les rebondissements sont nombreux. Alors revenons-en. Mardi, vous aviez une séance de travail avec les employés. 70 ont décidé de ne pas retourner au travail mardi après-midi pour se consacrer à travailler sur la recherche d'informations pour négocier avec leur employeur. Une grève, on peut appeler ça, qui s'est poursuivie un petit peu dans la journée de mercredi. Et au final, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire une nouvelle réunion avec le conseiller d'État Philippe Lebas, la direction de Generali et vous-même, UNIA. Ce sera le 9 janvier prochain. Absolument, oui. Il s'agissait de pouvoir se remettre au clair sur l'exécution de ce fameux accord qu'on a fait autour de la table avec M. Lebas, parce qu'il y a des éléments essentiels qu'on doit discuter avec la direction. Et avant cette action qu'on a menée, les discussions étaient fermées avec la direction. Et c'est important de se retrouver autour de cette table pour clarifier un certain nombre de points de cet accord pour la suite de la procédure de consultation, puisqu'il y a des éléments essentiels pour qu'on puisse parvenir à des résultats. J'aimerais juste revenir sur votre rôle. Dans un premier temps, les employés vous ont mandaté. Le Conseil d'État a décidé de discuter avec vous et la direction. Et puis, entre-temps, la direction Generali dit qu'il ne vous reconnaît pas. Le service de presse du Conseil d'État Philippe Lebas dit que l'accord en question n'a aucune portée juridique, et là je cite, ou légale. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrat. Quel est fondamentalement aujourd'hui le rôle d'UNIA ? Bon, c'est peut-être pas un contrat, mais en ce qui concerne l'UNIA, lorsqu'on fait un accord avec le Conseil d'État, on essaie de le respecter. On essaie de le prendre au sérieux, parce que c'est quand même une institution politique importante, et que nous considérons que si on a une parole autour d'une table, il faut le respecter, il faut qu'on puisse permettre de continuer une procédure dans le calme et la sérénité. Et nous avons considéré que ce n'était pas le cas la semaine dernière, raison pour laquelle on a fait cet appel à reclarifier cette exécution. Alors, soit on considère que la parole du Conseil d'État et ce qu'on fait autour d'une table a une valeur, soit on ne le considère pas. Et pour notre part, en ce qui concerne l'UNIA, on considère que c'est une instance qu'on doit respecter. Très bien. Donc voilà, nouveau rendez-vous le 9 janvier, ça aura le mérite d'être clair. Mardi dernier, vous avez donc travaillé avec les employés. Est-ce que vous avez recueilli les informations que la direction de Generali ne voulait pas vous donner ? C'est-à-dire, on évoquait notamment les salaires médians.
Bon, là, il y a une divergence d'opinion encore actuellement. En fait, on est sur une situation assez claire où nous avons besoin d'informations pour que ce rapport soit crédible, pour construire des alternatives qui sont forcément différentes à celles de la direction. Et de son côté, la direction, elle souhaite que les seules discussions possibles soient uniquement sur leur stratégie. Or, on sait bien que le 100% des cas où nous avons réussi à obtenir des places de travail, où nous avons pu maintenir les places de travail, c'est parce qu'on a précisément fait des alternatives différentes de celles de la direction. Et là, on est encore en divergence d'opinion qu'il faudra clarifier effectivement le 9 janvier. C'est extrêmement important dès le départ. Donc on va continuer notre travail avec les groupes de travail. Nous allons continuer à construire ce rapport, un rapport qui sera transmis à la direction parce que nous y croyons. Nous croyons qu'il y a effectivement encore des options possibles pour maintenir ces places de travail à Nyon et nous irons jusqu'au bout. On se pose une question régulièrement. Que pourrait faire le monde politique? Une hypothèse. Il y a quelque temps, la commune de Nyon a octroyé une autorisation de construire 2 étages supplémentaires à Generali. Est-ce que cette même autorité locale pourrait revenir sur sa décision pour faire pression? Oui, moi je pense que les questions foncières, les questions des infrastructures, les questions d'accords qui sont faits avec des entreprises dans une commune ou une autre sont importantes en matière d'emploi. Je pense que si une commune octroie des faveurs à une entreprise, eh bien, elle doit le conditionner avec des emplois. Ça, c'est mon avis. Maintenant, Mais si ça n'a pas été fait dans le cas de Generali, est-ce qu'elle pourrait le faire maintenant? Alors, je pense que les autorités communales, ou un conseil communal, ou une municipalité, ça dépend à quel niveau ça se décide, doit pouvoir toujours, lorsqu'elle fait des faveurs à quelqu'un qui n'est pas respecté, ou si des promesses ont été faites sur des emplois ne sont pas actuellement mises en œuvre, elle doit pouvoir faire un retour en arrière. Alors, je ne sais pas comment sont faits ces contrats, parce que c'est quelque chose qui s'opère entre les différents acteurs. Je pense qu'il y a une technicité très élevée. Mais à mon avis, si il y a eu des promesses qui ont été faites sur des emplois qui sont créés, qu'on a ouvert des faveurs à une entreprise, on doit pouvoir revenir en arrière si ces faveurs ne sont pas faites de la même manière que pour les rabais fiscaux. C'est donc un vrai levier dans la négociation politique. C'est toujours un levier, effectivement, au niveau politique. Et là, on n'a pas encore d'informations claires sur la municipalité, évidemment, à ce sujet. On sait qu'on nous a répondu un peu que ce n'était pas dépendant l'un de l'autre, qu'on a ouvert des portes, mais que ce n'était pas lié aux emplois. Yves de Ferrare, donc cette réunion avec le Conseil d'État, la direction de Generali et Unia, c'est le 9 janvier prochain. On suivra ça, évidemment. D'ici là, vous allez passer quand même quelques fêtes de Noël, j'imagine. Oui, on va quand même aussi encore travailler entre les fêtes, parce que je pense que ce rapport mérite encore des éclaircissements. On est aussi en contact avec Generali Monde, on est avec la comité d'entreprise européen, donc il y a encore du travail à faire entre le 27 et le 30 janvier que nous allons opérer, mais on va prendre quelques jours de repos. Très bien. Yves de Ferrare, savez-vous ce qu'est une silent disco? Non. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est une discothèque avec des... très bien. Une silent disco, c'est ce qui s'est tenu la semaine dernière à Nyon. Silent disco, ou comment danser sur la glace sans gêner ses voisins. Andrea Braslopo nous dit tout. C'est la silent disco sur glace à la patinoire de Nyon, la première qu'on ait jamais organisée ici. Le principe, en fait, c'est que les gens prennent un casque et le mettent sur les oreilles. Et le son est diffusé par réseau HF, donc comme une radio. Et chaque casque est muni de 3 canaux, et donc chacun peut écouter sa musique sur le canal qui lui fait plaisir, le bleu, le rouge ou le vert. Je voulais avoir du début. Ah oui, je vais trouver. Pour ce soir, on a essayé d'être assez, on va dire, pour plaire à tout le monde. Donc sur le canal bleu, il y a des chants de Noël, musique de Noël. Sur le canal vert, c'est DJ Leclerc qui lui nous met rock, musique actuelle qu'on entend à la radio. Et sur le rouge, je mets un peu de musique électro. L'idée, elle est née au sein de la ville de Nyon, je dirais. C'est vraiment, on travaille en collaboration ici avec la ville de Nyon pour tout le projet patinoire. Et puis ils m'ont lancé cette idée pendant cet été. On en a reparlé ensemble, on a organisé ensemble. C'est eux qui ont pris la plupart des démarches pour l'organisation de la silent en soi, avec les casques et la musique. Et moi, on s'est occupé, nous, de ce qui est de l'éclairage et puis de l'accueil des gens ici, que tout se passe bien. Les silent disco, on fait souvent mixer des DJ un peu amateurs parce que c'est moins important que pour une disco classique de bien enchaîner les morceaux. Ce qui compte, c'est de s'amuser, de mettre les morceaux qu'on aime. S'il y a des gens qui aiment, voilà, ça suffit. L'ambiance est très très bonne. On a eu beaucoup de familles qui sont restées pour le début de soirée, qui sont gentiment en train de partir. On a encore quelques-unes. Et puis on a je dirais les 20-30 ans et plus qui sont arrivés là pour profiter aussi de la soirée justement jusqu'à la fin.
Plus que 3 jours avant Noël, vous le savez, réjouissez-vous. Ces dernières semaines, les marchés d'artisans étaient nombreux sur la côte. Andrea Braslopo est allée s'imprégner du marché de Noël, un brin particulier, c'était à Gland. Alors aujourd'hui on fait un petit événement avec notre association, donc Cause. L'idée c'est de mettre en valeur le travail d'amis et de connaissances, mais aussi de gens qui viennent de plus loin, qui soit font du design, de l'artisanat, même des fois qui dessinent et font eux-mêmes leurs propres objets. Voilà, du coup on est juste à l'entrée, donc on arrive directement sur le stand de Anaïd et Grégory qui font des bijoux. Ils sont fabriqués en Suisse, dans le Valais. Donc c'est les créations de Anaïd Davoud-Larian. Et il y a 2 collections principales. Une première collection qui s'appelle Silver and Paper, qui assemble de l'argent et du papier. Ensuite, il y a une deuxième collection qui s'appelle Argent et résine. On a le stand de Samedi Cruiser et puis l'atelier Baume. Donc ils font des petits cruisers, donc des petits skates à partir de vieux plateaux qu'ils ont récupérés. C'est pour une première édition, on peut dire que c'est une réussite, je pense. N'ayons pas peur des mots. On sent qu'il y a une bonne synergie, de la bonne musique, avec de la bonne bière. Et des bons produits à manger aussi, c'est important. Voilà, donc on a Pierre Fenarx qui sert le vin chaud et puis Emiris qui sert le vin tout court. Le côté local, nous, ça faisait sens de toute façon déjà faire profiter de ça aux gens qu'on connaît et puis voilà, favoriser ce marché-là, quoi. L'association Apax, donc une association de jeunes à Nyon qui sont un peu dans le même état d'esprit que le nôtre. Donc pour cette journée, ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir présenter leur association et puis en même temps passer des disques. Mes vinyles, de mon univers musical, et il est groovy, il danse beaucoup. Il est relativement éclectique, je dirais, sans grande prétention, et puis j'espère assez recherché. Je viens assez souvent chez Cause et c'est toujours des projets en fait, qui m'intéressent à fond. Et ce qui me plaît énormément ici, c'est l'idée d'avoir en fait tous ces petits mondes qui s'assemblent et qui créent quelque chose d'assez énorme ensemble. On peut enchaîner par là avec un stand qui est plus artistique, donc avec des sérigraphies de Gyroscope alias Pierre-André. Ça peut être autant en rapport avec l'actualité, avec ce qui se passe dans le monde, avec la société actuelle, comment on vit. Enfin, chacun le voit comme il le veut. Ça peut être autant négatif pour certains que positif. Enfin, chacun est touché comme il le veut. J'aime pas dire exactement ce que c'est et puis fermer la perspective de voir les choses. Notre objectif, c'est surtout en fait de soutenir un peu la scène de skate locale, de développer un peu une identité forte et à travers ça faire différents projets un peu créatifs. Et on est amis depuis à peu près 10 ans et tous les événements qu'ils font, ils sont bien. Ils cherchent à réunir des gens motivés et qui proposent des produits de qualité et avec des idées et des concepts vraiment bien définis. Donc on sait qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ça va être une réussite et pour être entouré de bonnes personnes avec de bonnes valeurs et des bons produits. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce journal hebdomadaire, le dernier de l'année. L'occasion, évidemment, désormais, de vous souhaiter de bonnes fêtes. En janvier, comme prévu, c'est Nasrat Latif que vous retrouverez à cette même place. Bonne fête de fin d'année à tous, joyeux Noël, à bientôt.